Georges Mercier, analyste et doctorant en sciences politiques. Christine Fréchette flexe les bras, monte les coudes. Est-ce qu'elle va nous plaquer Mark Carney dans le coin de la patinoire, tu penses? Je ne sais pas si le langage est trop fort, mais ça commence à être une vraie joke, non, cette affaire-là. Parce que, sincèrement, hier, là, on serait prêt d'un finalement un accord commercial entre le Canada et les États-Unis. Qu'est-ce qui est une joke, excuse-moi? La manière par laquelle le gouvernement fédéral informe les provinces, parce que là, ce qu'on a compris, c'est qu'on n'aurait pas tous les détails techniques. Je pensais que c'était la réaction de Christine Fréchette que tu qualifiais d'une joke. Mais c'est ce que j'ai pensé faire au départ. J'ai l'impression que c'était trop fort, que je change d'avis. Non, mais néanmoins, faisons la séquence des événements. Là, on s'approche d'un accord qui aura des répercussions économiques importantes. Oui. Hier, le premier ministre lance une réunion avec les premiers ministres des provinces pour les informer. Christine Fréchette sort de là, dit « Je n'ai pas assez d'informations pour rendre une décision. J'exige, je veux et j'exige plus d'informations. » Elle a une nouvelle réunion ce matin. Elle sort de là. Apparemment, elle aurait plus d'informations, mais elle n'a pas tous les détails. Et là, on dit « On va faire les analyses. » Juste un truc, là. Si l'accord avec les Américains n'était pas si mauvais que ça pour le Québec, les choses seraient beaucoup plus claires. Là, si on a besoin de temps de réflexion, c'est que manifestement, on a fait une concession ou on s'apprête à faire une concession qui a des répercussions chez nous. Sinon, la première ministre ne se perdrait pas en tergiversation puis en considération. Je comprends, mais en même temps, elle joue à la première ministre. Moi, c'est ça ma thèse depuis le début. Là. Oui, elle fait des sparages. Là. Franchement, tous les premiers ministres ont une rencontre hier avec Mark Carney. Je veux dire, Doug Ford, il est sûrement affecté. Webb Kinney est sûrement affecté. La Colombie-Britannique est sûrement affectée. Mais Christine Fréchette, elle a vraiment... Tu sais, elle joue à ce spectacle de comme je comprends pas les règles. Oui, mais Christine Fréchette n'est pas dans une pièce de théâtre où elle devrait jouer une première ministre. C'est notre première ministre. Okay, mais tu comprends pourquoi elle comprend pas, puis Doug Ford, il a pas besoin de ce petit appel-là ce matin, lui. Tu comprends? Parce que c'est... franchement, je trouve ça un peu ridicule à ce stade-ci. Je veux dire, l'entente, on va certainement la connaître. Mais ça vient pas te choquer, toi, que Ottawa est en train de négocier des choses avec les États-Unis, propose des concessions qui impliquent le Québec. Qui impliquent toutes les provinces, qui impliquent toutes les provinces et qu'elles ne soient pas consultées. Parce qu'au final, Mark Carney, c'est comme s'il jouait un jeu de cartes. On pourrait aussi consulter Soraya Martinez, puis ta mère, puis genre mon mononcle, puis plein de monde. Là, mais je veux dire, à la fin... Elle n'est pas élue par... On les élit pas, nos premiers ministres de province. Ils n'ont pas des responsabilités par rapport... Oui, ils ont des responsabilités, mais la négociation d'une entente commerciale entre des pays, ça se fait au niveau des pays. S'il faut que tu consultes les mairesses puis les maires d'arrondissement, à un moment donné, je veux dire, t'en sortiras jamais. Là. Et d'un coup, que ça aurait un impact sur Verdun. Tu sais, je veux dire, mais Francis, il y a quelque chose comme des compétences partagées dans le fédéralisme canadien. Il y a des compétences à Verdun aussi. OK, fine. Mais si le fédéral engage des choses qui demandent des changements législatifs au Québec, là, c'est pas de ses affaires, ces changements-là. Il nous demande de faire quelque chose dans le cadre de négociations commerciales. Là, s'il veut nous demander de faire des changements réglementaires ou que sais-je encore, il a besoin de notre assentiment. Parce que ce qui pourrait se produire, ça, ce serait pas positif pour personne, c'est que Ottawa promette quelque chose aux États-Unis, que l'entente ne soit pas satisfaisante pour nous, qu'on refuse de remettre l'alcool américain sur les tablettes, par exemple, et que donc toute l'entente plante. C'est pas ça qu'on veut, non? C'est pas ça qu'on veut. Au contraire, il faut un minimum d'informations. Donc, on arrête la petite pièce de théâtre ridicule, puis on a enlevé l'alcool des tablettes comme toutes les autres provinces. On va remettre l'alcool sur les tablettes comme toutes les autres provinces. On dit qu'on ne jouer pas si les concessions sont trop... Mais il y a une singularité française. Quelle concession, Simonac? Les Ontariens, ils sont aussi affectés que nous. Il y a des dizaines et des centaines de milliers d'emplois sur la ligne. Je veux dire, tu vois pas Doug Ford dire « Ah là, je suis pas satisfait de ce qu'il m'a dit. » Je veux dire, franchement, c'est une pièce de théâtre. Je trouve ça d'un ridicule. Mais qu'est-ce que tu ferais différemment? Tu déléguerais tous les pouvoirs à Ottawa. Ottawa signerait un accord qui impliquerait des choses de nous. Puis là, face à un mauvais accord, tu dirais « Ah, tough luck. » Non, mais c'est une vraie question. Qu'est-ce que tu ferais de différent? OK, mais je te renverse la question. Tu es le négociateur du Canada. Est-ce que combien de layers de bougonneurs en campagne électorale est-ce que tu vas consulter pour avoir leur petit assentiment que moi, la ligne 8, je veux dire, c'est une situation de négociation intenable. Et Christine Fréchette le sait et elle fait de la petite politique en ramenant ça tous les jours que hey, là, si je suis pas satisfaite, hey, Christine Fréchette, prends ton trou, fille. Il y en a 10 premiers ministres des provinces. Ils vont tous devoir... Vous l'aurez entendu ici. À un moment donné, je sais pas quoi dire. OK, mêlez pas l'alcool sur les tablettes, puis ce seront peut-être les PME québécoises qui vont souffrir parce que tu fais ta petite première... Puis tu comprends, là, on veut protéger la gestion de l'offre, qui est un cartel qui enrichit un très petit nombre d'agriculteurs québécois. Combien de PME manufacturières, puis d'exportateurs dans la Beauce, puis au Saguenay, est-ce qu'on va sacrifier pour protéger le cartel du lait? Je sais pas. Elle fait de la politique. Il y a rien de rationnel, d'économique là-dedans. Là. C'est
juste des questions électorales pour plaire de manière symbolique à tel ou tel groupe de pression ou d'électeurs. Je suis désolé, mais à un moment donné, à tous les jours que tous les premiers ministres des provinces se mettent à dire je ne comprends pas à quoi on joue. Dans quel type d'État tu veux vivre? Ce serait le fun qu'on vive comme dans un État comme la France, ultra centralisé, où le gouvernement à Paris a beaucoup de pouvoir sur toutes les entités qui constituent la France. C'est pas ça, le Canada. Je suis désolé, si le Canada s'est profondément transformé puis on est rendu un État unifié, qu'on nous le dise, c'est pas le cas. Il y a des provinces qui ont des bassins de pouvoir, qui ont des responsabilités beaucoup plus fortes envers leurs électeurs qu'Ottawa. Parce que s'il s'avère qu'on signe un accord qui occasionne la fermeture d'industrie au Québec, c'est pas Ottawa qui va ramasser les pots cassés, c'est le gouvernement du Québec qui va être pris, by the way, s'il faut... qui va principalement être pris, by the way, s'il faut sauver les entreprises, à dépenser nos propres fonds sur un budget. Les 2 paliers collectent des taxes, les 2 paliers donnent des subventions, les 2 paliers font de l'encadrement réglementaire. Il y a une répartition des pouvoirs. Puis je dis pas qu'il faut enlever tout le pouvoir, mais la négociation... Je veux dire, quand on a négocié l'ALENA, tu penses-tu que c'était le Québec qui disait « moi », puis l'Ontario... Ben oui, ils ont dit leurs arguments, mais à la fin, c'est le Canada qui a signé l'ALENA. Quelques années plus tard, on a fait l'ASEUM. C'est qui a signé l'ASEUM? C'est pas... je sais plus qui était là à l'époque, là, genre... Monsieur Charest, as-tu signé l'ASEUM? Ben non, tu comprends, c'est Justin Trudeau. À un moment, je comprends pas à quoi on joue. Au même moment, Francis, il y a aussi un cadre législatif québécois. On a adopté une nouvelle politique sous la CAQ de Relations internationales où on dit que le Québec doit prendre plus de place dès qu'il est question de notre intérêt national. Je suis désolé, mais nos relations commerciales font partie de notre intérêt national. En fait, ce qui est tragique ici, à mon sens, c'est pas que Christine Fréchette tente d'avoir un poids sur les négociations ou tente d'être informée. Ça me semble tout à fait normal et désirable. C'est le manque de considération absolue de la part du gouvernement fédéral à ces demandes. D'un point de vue absolument nombriliste, Georges Mercier. En quoi c'est nombriliste? Il y a 2 chroniqueurs en Ontario actuellement qui voient leur premier ministre Doug Ford qui ne fait pas des petites stepettes comme ça. Parce je pense que Doug Ford a fait assez de petites stepettes pour briser nos négociations commerciales avec les États-Unis. Le temps des stepettes est derrière nous, les amis. C'est aussi les publicités incendiaires, c'est sortir Ronald Reagan pour s'attaquer à Donald Trump. Et s'il y en a bien un qui nous a pas aidé, c'est lui. Oui, d'accord. Christine Fréchette nous fait maintenant un Doug Ford. C'est ce que j'essaie de dire. Mais non, parce qu'elle parle pas aux Américains, Christine Fréchette, Francis. Tu penses pas qu'ils lisent pas les médias, les Américains? Ils sont pas tatas. Persuadé que Jameson Greer ne lit pas le Journal de Montréal et la presse. Il parle très bien français, d'ailleurs, Jameson Greer. Mieux que certains anglophones. Non, mais il y a quand même Bernard Drainville qui a dit en entrevue hier qu'il devait faire extrêmement attention à tout ce qu'il disait parce qu'il était écouté au moindre mot. Mais bien donc, sûr il ne lit peut-être pas les journaux, mais il a quand même affirmé être écouté. Juste ce que je veux dire, là, c'est qu'à un moment donné... Mais c'est quoi le take-away ici? Le take-away, c'est d'arrêter de faire des sparages médiatiques, parce que c'est ça, là. Je veux dire, si elle lui a parlé hier, puis elle lui a parlé ce matin, prends ton trou, puis quand il y aura des informations... Prends ton trou. Je pense que le prends ton trou... Tous les premiers ministres sont rentrés dans le rang. Puis quand on aura des informations, on va sortir avec les informations publiques. Là, de faire constamment des on verra puis de jouer à la petite difficile dans le hard to get, je trouve ça insupportable personnellement parce que c'est la seule qui fait ça. On essaie de négocier comme une nation, on essaie d'aller chercher une forme d'entente avec notre plus gros partenaire économique. Là, guys, je sais pas si vous représentez ce que 100 000 emplois au Québec, ça pourrait être si jamais les tarifs entrent en vigueur, mais si Christine Fréchette fait capoter cette entente-là, je vais lui en vouloir personnellement. Honnêtement, puis les centaines de milliers d'emplois qui vont être perdus, puis les gens qui vont être au chômage, puis les milliards de dollars de déficit que ça va engendrer pour le Québec, vous pourrez vous dire, mais Christine Fréchette, elle voulait pas. Je suis désolé, elle met le gouvernement fédéral dans une situation impossible, puis aucun autre premier ministre des provinces qui sont tout aussi légitimes, qui ont tout autant de constituants auxquels ils doivent rendre des comptes, qui ont tout autant de jardins puis de prés gardés, ne font pas ces petites stepettes-là. La seule raison pour laquelle Christine Fréchette arrête pas de répéter les mêmes âneries depuis quelques jours, c'est qu'elle est en campagne électorale et ça commence personnellement à me saouler énormément. OK, mais j'ai une vraie question pour toi. Là. S'il s'avère qu'on a un accord avec les États-Unis, puis on ouvre non seulement la gestion de l'offre, on peut être pour ou contre, peu importe, mais disons, on leur accroît les quotas qu'on leur offre aux importations à ce niveau-là, et on assouplit certaines règles de protection du français. Là, dans ce contexte-là, tu penses que Fréchette devrait signer l'entente puis jouer la game avec les autres provinces pour l'unité canadienne? Quelle est l'alternative? Quelle est l'alternative? Ben, il y en a une formidable alternative. On sac notre camp, puis on commence à négocier par nous-mêmes. Après Trump, donc. Non, avant Trump. Moi, je suis pas PSPP. Hein. Ah oui, mais là, tu comprends. Puis ce qui est un peu paradoxal, d'ailleurs, pour y avoir beaucoup réfléchi depuis cette sortie. Tu y as beaucoup réfléchi. C'est que, bien évidemment, c'est des questions donc pas juste instinctif et primaire. Pour beaucoup réfléchir à la sortie de PSPP, c'est qu'en fait, depuis que Trump est au pouvoir, ce qu'on constate, c'est que le Québec, sans le Canada, aurait beaucoup moins de puissance dans la négociation avec les Américains. Et donc, on a besoin du Canada pour nous protéger. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on va attendre...
c'est ce que PSPP dit, en fait. Tant que Trump est au pouvoir, on a besoin du parapluie canadien pour nous protéger contre les Américains. Dimitri Soudas sort de ce corps. Ça, c'est pas vrai, c'est une inférence fautive. Jamais au grand jamais PSPP n'a-t-il dit « Nous avons besoin du Canada pour nous protéger, donc pas de référendum ». Il a dit « Le climat politique ne s'y prête pas parce qu'on a des réactions irrationnelles à la présence de Trump. Donc, lorsque le climat se calmera, on pourra en avoir un. » Il n'a pas reconnu la nécessité, juste on ne va pas lui faire dire des choses qu'il ne dit pas, là. Il n'a pas reconnu la nécessité du Canada comme protecteur. Puis, by the way, peut-être que ce serait plus simple. Peut-être que ce serait plus simple une négociation commerciale Québec-États-Unis plutôt que Canada-États-Unis, dans la mesure où il y aurait beaucoup moins d'arbitrage à faire. Là, on serait une micronation avec à peu près 3 choses à vendre. Je veux dire, il y aurait très peu de levier d'arbitrage. Je veux dire, je suis désolé, le Canada, dans son entièreté, a quand même le gaz, l'aluminium chez nous, une puissance manufacturière. Il y a cette diversité-là qui nous permet d'avoir Puis encore une fois, là, je suis pas en train de vous dire que le Canada est grand et beau, mais je dis juste, il y a une négociation actuellement, puis on rend la job des négociateurs impossible parce qu'on se comporte comme des enfants. Puis je te trouve ça insupportable. J'ose espérer qu'on aura une bonne entente, parce que manifestement... Mais on verra quand il y aura une entente. Je veux dire, je comprends pas de quoi on parle. Mais la première ministre non plus, tu trouves pas ça étrange que notre première ministre ne le sache pas plus que toi? Ça fait quand même 2 fois 1 heure qu'elle passe avec Mark Carney. Fait que soit nous ment, soit nous dissimule des informations. Le fédéral dit clairement, on ne dévoilera pas les détails techniques tant que c'est pas signé. On ne lui donne pas toutes les informations requises. Fait qu'elle passe 1 heure avec Mark Carney en one-on-one, puis il parle de la pluie et du beau temps. Il parle de Churchill Falls et des gros mégawatts. C'est le temps des slogans dans la campagne électorale. Tu as essayé de tirer les verres du nez de Québec solidaire, dont le slogan sera divulgué un peu plus tard aujourd'hui. En attendant, on en a 3. Est-ce que tu veux t'essayer à donner des notes? Je sais celui qui te plaît le plus. C'est celui du PQ. Oser le choix de la confiance envers le gouvernement fédéral. C'est celui de Francis Gosselin. C'est insupportable. Celui du PQ aurait dû être celui des conservateurs, oser pour vrai. Et celui du PLQ, j'ai aucune idée c'est quoi. Rassembler, réparer, bâtir. Je vois pas où on veut aller avec ça. Est-ce qu'on rassemble le Parti libéral qui était un peu rompu dans les dernières semaines? Est-ce qu'on rassemble les Québécois? Est-ce qu'on est vraiment si divisé? Pas sûr du tout. Réparer, qu'est-ce qu'on répare? D'ailleurs, c'est une question pour toi, Francis. Est-ce que le leg de la CAQ était si désastreux que ça? Parce que là, on écoute tous les chefs en campagne, puis on nous présente un Québec au bord du déclin civilisationnel, comme si plus rien ne fonctionnait. Alors que je suis désolé, tout n'est pas parfait, mais ça va pas si mal que ça, me semble-t-il. Puis il faut quand même distinguer contexte économique, géopolitique de la simple gouvernance caquiste. Je trouve qu'on fait un peu d'injustice envers la CAQ. Ceci dit, je pense que l'enjeu avec la CAQ, c'est qu'ils ont surpromis sur ce qu'ils allaient faire. Ils ont sous-livré. À leur défense, il y a eu la pandémie en plein milieu de leur mandat. Qui n'a pas dû aider, mais ça reste que, je l'ai écrit de nombreuses fois, ce parti de comptables, ce parti de la bonne gouvernance, etc., est parti d'une situation où Philippe Couillard avait fait un immense ménage qui a été très coûteux pour les libéraux, là, la fameuse austérité et tout, avec des surplus budgétaires, etc. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis le Québec un peu à genoux. Là. Je veux dire, la décote, les déficits endémiques, je veux dire sur toutes les mesures. Au jour le jour, c'est ce que je trouve qu'il y a un décalage entre comment se vit le Québec contemporain et comment on le présente aussi bien au Parti conservateur qu'au PQ, qu'au PLQ, où vraiment on écoute les discours puis on a l'impression de vivre dans un Québec qui, peut-être que je suis déconnecté complètement de la population, mais il me semble qu'on n'est pas au bord du gouffre non plus. Puis on peut critiquer la mauvaise gestion, on peut critiquer des milliards dépensés en trop, j'entends tout ça, mais au final, là, on demeure un État consolidé, une démocratie fonctionnelle, les gens ont beaucoup de jobs. Oui, mais où le coût de la vie est excessivement élevé, plus pire dans la Fédération canadienne, notamment au niveau de l'alimentation. Le prix du logement, qui était historiquement plus faible au Québec par rapport aux autres métropoles, Vancouver, Toronto, est en situation de rattrapage, où ça nous coûte maintenant excessivement cher. On est les plus taxés. Il n'y a pas beaucoup de paramètres où je peux dire que depuis 8 ans, le Québec est dans une meilleure posture aujourd'hui. Pour avoir autant détesté les libéraux de Philippe Couillard puis l'austérité puis cette espèce de saccage de l'État, je peux pas dire qu'au terme de 8 ans, on avait des surplus, on avait des sous, puis on a comme rien fait avec ça. La santé marche pas super bien, l'éducation marche pas super bien. Franchement, je pense que ces attaques ciblées découlent d'un grand sentiment d'insatisfaction et de déception de la part des Québécois qui me semble quand même assez légitime. Peut-être qu'à son corps défendant, Christine Fréchette pourra faire baisser le prix des produits laitiers au Québec en assouplissant la gestion de l'offre dans les négociations commerciales. Elle aura au moins fait ça. Assez peu probable. Il nous reste 2 minutes. On a parlé en début d'émission des nouveaux candidats, dont certains squelettes ressortent dans le placard.
Veux-tu commenter? Non, mais c'est juste l'affaire. On the record. Non, mais on a Geneviève Peterson ou Peterson, je ne sais pas, qui se présente pour remplacer François Legault dans l'Assomption. Il me semble que c'est une circonscription qui aurait dû avoir une symbolique importante. Pour l'instant, selon Québec 125, le PQ serait en avance. Oui, nettement en avance. 39 ou mais c'est typiquement le genre... 39 contre 31. Mais c'est typiquement le genre de circonscription que le PQ va avoir. Mais, mais 31, attends, regarde, je vais juste mettre ça clair. C'est 39 le PQ puis 31 pour la CAQ. C'est quand même énorme. Mais ce qui est drôle avec ça, c'est juste qu'elle annonce sa candidature, puis là, tout de suite, vous avez des chroniqueurs que je nommerai pas qui ressortent des déclarations qu'elle a faites, puis là, on lui fait passer un genre de test de pureté nationaliste. Là, vous avez dit ça, vous êtes méchante, pati patata. Ça, d'ailleurs, la droite le fait autant que la gauche. Les tests de pureté, il faudrait juste arrêter d'en faire, puis arrêter de penser qu'on peut évaluer les gens selon une feuille Excel ou que sais-je encore. Mais ce qui est drôle ici, c'est que c'était gros comme le nez. Puis néanmoins, la CAQ aurait approuvé sa candidature, alors que ça ne les servira certainement pas. Puis Geneviève Peterson n'est pas quelqu'un qui a eu des positions très, très nationalistes. Quand même, là, c'est compliqué pour le message que veut mettre la CAQ de l'avant. Donc, la question que je me pose, c'est sont-ils si désespérés d'avoir des candidats qu'ils acceptent des gens, même s'ils ont des squelettes, même pas dans leur placard, là, des squelettes devant chez eux comme ça? Mais aussi, le point avec ça, c'est qu'elle en a fait l'annonce sur ses réseaux sociaux elle-même, avant même que le parti... Donc ça, est-ce que ça veut dire que le parti aurait peut-être aimé ça, prendre un 30 secondes pour faire un petit ménage des fameux squelettes? Elle aurait peut-être dû attendre. Avant même l'annonce. Je veux dire, si elle avait attendu, est-ce qu'elle aurait eu ces mêmes squelettes? Et évidemment, un des squelettes, là, pour le mettre au milieu de la table, c'est la question du racisme systémique, là, envers lequel Geneviève Peterson était, là, mais comme le couteau entre les dents, là, un peu rageuse, puis même directement envers François Legault, qui évidemment a toujours refusé là, de reconnaître ce concept-là. Je voulais parler de François Gariepi, vite, candidat péquiste. Oui, mais juste un truc là-dessus. On dit candidat péquiste, il travaillait à Radio X, donc il représente la droite économique. De ce qu'on entend des gens de Radio X, c'est que c'était le gars de gauche de la station. Donc c'est un peu prendre les électeurs, pas pour des cons, là, mais je veux dire, à quelque part, c'est pas parce que quelqu'un travaille dans un milieu que cette personne-là se définit par les valeurs de son milieu, puis qu'on peut s'en servir pour faire du signposting. À savoir, regardez, j'ai un candidat de la droite économique. Là, mais c'est fascinant dans une élection comment tous les partis politiques prennent les électeurs pour des cons. C'est vraiment drôle. On dit, il a travaillé là, donc forcément, il est ceci. Les gens ont des valeurs. Je pense que moi, ce qui revient comme thématique, c'est le fait qu'on prenne des individus. Je sais pas comment on arrive à ces décisions-là, mais mettons, dans le cas de François Gariepi, auteur de ce magnifique texte, là, Ma grand-mère suce des grosses queues sur Internet ou l'art de crosser un pénis à l'huile. Tu sais, je sais pas, peut-être que j'aurais fait un petit... C'est quoi ça? C'est des textes qu'il a écrits là, ces dernières années, là, en 2010. Puis, tu sais, c'est juste, je sais pas, j'aurais peut-être enlevé ça de l'Internet avant de me présenter. Moi, j'ai un commentaire d'un auditeur. Penses-tu qu'il pourrait être ministre un jour? François Gariepi, je sais pas, peut-être ministre de la culture ou whatever. Mais j'ai un commentaire d'un auditeur que je voulais te lire. On répond à ce que tu disais sur la qualité des services au Québec, le fait qu'on ait plus d'accès. Nous avons aussi des universités à peu près gratuites, des garderies à 10 $, un filet social assez appréciable. C'est vrai. Et je trouve que cet auditeur et rien va bien corriger ce que je t'ai pas dit. grâce à la CAQ, ceci dit. Non, mais ça n'a pas été détruit. Ça n'a pas été détruit par la CAQ, cela étant dit. Georges Mercier, c'est un plaisir. Il nous en reste qu'une seule demain pour se chicaner à nouveau. Et demain, on rassemblera, réparera et bâtirons.